Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc on va parler des fonctions d'état. Alors les différentes variables qui décrivent l'état d'un système ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles dépendent de lois physiques qui décrivent les interactions physiques au sein d'un milieu donné. Un exemple simple qui est bien connu est que la tension électrique aux bornes d'une résistance électrique est donnée par U égale RI. Où U ici n'est évidemment pas l'énergie interne, c'est la tension électrique. I, c'est le courant électrique. Et R, c'est la résistance électrique. Respectivement des volts, des ampères et des ohms. C'est la loi d'Ohm. Et on a donc besoin de seulement deux grandeurs pour décrire l'état de la résistance. Avec la résistance elle-même et le courant, I, on a automatiquement la valeur de U par la loi d'Ohm. Donc on a seulement besoin de deux des trois grandeurs. Donc en thermodynamique, les variables que l'on considère habituellement, les variables de base, sont la pression, le volume, la température et la quantité de matière. Et on vérifie par l'expérience qu'une substance donnée obéit à une loi qui relie ces quatre quantités sous la forme d'une relation que nous pouvons écrire de manière symbolique comme f, une fonction qui relie ces quatre grandeurs. Elle est appelée fonction d'état. Un point important est que si l'on donne trois de ces grandeurs, la fonction d'état permet alors de calculer la quatrième. Donc seules trois des grandeurs peuvent varier indépendamment, la quatrième étant fixée par la fonction d'état. C'est très utile. Ainsi, dans un diagramme de Clapeyron, pression-volume, si on a un point qui donne l'état, alors on a la pression et le volume. On le lit directement sur le diagramme. Volume, pression, un point, on a la pression et le volume pour cet état. Si on connaît la quantité de matière qui est concernée, et parfois on donne le volume molaire, c'est-à-dire le volume pour un mole de matière, on a alors automatiquement la température grâce à la fonction d'état. Ainsi, dans le diagramme, pour une substance donnée, ça varie d'une substance à l'autre évidemment, et une quantité de matière donnée, chaque point du diagramme correspond à une température bien précise, qui peut d'ailleurs être donnée sous forme d'abac. C'est-à-dire, les abacs, ce sont des feuilles préimprimées, avec déjà les axes P et V qui sont indiqués. Le diagramme étant conçu pour une matière donnée, par exemple H2O, on donne le volume molaire, c'est-à-dire la quantité pour le volume pour un mole, et alors on peut indiquer dessus les températures en disant, ben voilà, les températures varient comme ceci. Ceci, ce sont des courbes avec une température donnée, T1, T2, T3, T4. Et ceci est déjà préimprimé, prêt à être utilisé. C'est un peu comme les courbes de niveau sur une carte topographique ou une carte militaire. Vous avez sûrement déjà vu ces cartes, où on voit tous ces cercles, ces ovales qui sont en fait les courbes d'altitude du terrain. C'est un peu le même principe.
Il ne reste plus alors qu'à tracer les trajectoires dans ce graphique qui décrivent l'évolution du système, par exemple de la vapeur d'eau dans un cylindre, et on peut lire directement toutes les valeurs sur le diagramme. Un point donné sur le diagramme correspond à une pression, une température, un volume et une température. On a aussi d'autres relations. Par exemple, il y a une relation qui donne la valeur de l'énergie interne en fonction des différentes grandeurs et éventuellement d'autres paramètres externes tels que, par exemple, un champ magnétique qui serait appliqué au système. Alors, la loi des gaz parfaits est une fonction d'état particulière. C'est celle qui s'applique à tous les gaz pour des pressions pas trop élevées, pour des pressions assez faibles. À la pression et la température ambiante, presque tous les gaz obéissent très bien à cette loi. C'est le cas de l'oxygène, de l'azote, et donc oxygène et azote, donc de l'air, de l'hydrogène, du gaz carbonique, de l'hélium, de la vapeur d'eau, qui sont tous de très bons gaz parfaits à pression atmosphérique. C'est une loi qui a été établie expérimentalement au cours de l'histoire de la thermodynamique que nous avions esquissée, mais que l'on peut aussi retrouver à partir de la physique statistique que nous verrons par après. Cette loi s'écrit PV égale nRT, c'est-à-dire P fois V est égal à N fois R fois T. Bien sûr, pression, volume, quantité de matière et température. Le R ici, bien entendu, ce n'est pas la résistance électrique. Ici, c'est toujours cette limite du nombre de lettres dans l'alphabet pour tout représenter. Le R ici est appelé, c'est une constante universelle, qui est appelée constante des gaz parfaits. Elle est la même pour tous les gaz parfaits. Elle vaut environ 8,3 joules par mole et par Kelvin. Notons aussi que lorsque la température est constante, donc quand la température ne varie pas, pour une quantité de matière donnée, donc si ça, et ça c'est déjà constant, si tout ça c'est constant, alors PV égale constante. Et ça, c'est la loi de Boyle et Mariotte que nous avions vue. C'est d'ailleurs en établissant diverses lois de ce type, comme Boyle et Mariotte et d'autres relations avec la température, que les physiciens du passé ont construit la loi des gaz parfaits. Voilà, alors nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Nous verrons le cas où d'autres grandeurs sont constantes et nous parlerons aussi des substances réelles, donc qui s'écartent des gaz parfaits. Je vous remercie.